Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Power Sport News. Vous l'avez constaté, on est de retour en studio, mais on ne change pas nos bonnes habitudes puisque je suis toujours accompagné de Pascal Tomec. Salut Pascal. Bonjour Eric. Ça va? Très bien. Bon, alors Power Sport News, le menu du jour, qu'est-ce que tu nous as concocté? On dit souvent dans Power Sport News un métier, une histoire. Donc là, on va raconter celle d'un commissaire de zone pour une discipline un peu particulière qu'est le trial. Ah, effectivement, le trial, une catégorie spectaculaire, mais qui n'est pas forcément reconnue à sa juste valeur, je dirais. Ils ne sont pas très nombreux à pratiquer, mais très spectaculaires. Bon, on va découvrir tout ça. Et puis une histoire symbolisée par un homme, j'imagine? Oui, un homme, un nom mènerait une histoire de troisième génération, du sport, de l'engagement avec les jeunes, de la formation et de la formation d'artistes, qui en ont fait de lui un artiste également. Ah, Philippe Monneret, donc sa vie, son œuvre, le pilote et puis aujourd'hui le formateur. Voilà, vous avez le programme de ce Power Sport News. Tout simplement, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Alors voilà, on va rentrer dans le vif du sujet de ce nouveau numéro de Power Sport News avec une discipline que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas forcément. Pourtant, c'est une discipline excessivement spectaculaire et qui demande énormément de concentration. On va parler de trial, Pascal, avec notre invité Claude Turini. Bonjour Claude. Bonjour. Ravi de te recevoir, on va se tutoyer un petit peu. Je le disais, une discipline qui est excessivement spectaculaire et toi, tu es, on va dire, de l'autre côté de la barrière tout en étant pilote, puisque tu fais à la fois bénévole pour être commissaire et traceur de zones de trial. Tout à fait. Alors j'ai commencé assez tard cette discipline. J'ai commencé à 22 ans lorsque j'ai pu m'acheter ma première moto. Et j'ai commencé à être bénévole et commissaire à 35 ans. Et en étant connu, j'ai été appelé sur des manches de championnat de France, d'Europe, de championnat du monde. Alors, on voit les images qui défilent derrière toi. Commissaire, il faut donc imposer aux pilotes de respecter certaines règles. Quelles sont ces règles justement pour les personnes qui ne sont pas forcément familières au trial? Comment ça se passe sur une zone, c'est ce qu'on appelle la zone d'évolution, donc sur cette zone, comment ça se passe? Alors, une zone, c'est un emplacement où il y a des difficultés avec une entrée et une sortie. Il y a une minute et demie d'imparti pour réaliser ce parcours. Et après, il y a des pénalités. Des pénalités de 2 points. Donc, c'est des pieds. Si la personne, le pilote passe sans faire d'erreur, c'est 0. Et un pied, un point. Un pied au sol, 1 point, deux pieds au sol, 2 points, 3 pieds et plus, toujours 3 points s'il n'y a pas d'arrêt de progression. Et le 5, c'est la pénalité maximum, donc l'échec, la chute, le calage avec pied au sol et le dépassement de temps de la minute et demie. D'accord. Ouais, donc ça quand même, il y a quand même un peu de pression, Pascal. C'est une discipline principalement de franchissement. C'est une discipline de franchissement et là où il faut faire attention, c'est tous ces petits points qui peuvent être mis par les pilotes qui ne sont pas forcément visibles. Un appui sur un arbre, une reprise d'équilibre avec la pointe des pieds au sol détachée du repose-pied. C'est pas d'un compliqué. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que je pratique aussi bien du vintage que du moderne. Alors, la différence, c'est quoi justement entre vintage et moderne? Alors, le vintage, l'arrêt de progression est pénalisé. Le déplacement de la roue avant et de la roue arrière est pénalisé aussi. L'arrière, c'est un 5, donc la pénalité maxi. Et l'avant, c'est 1 pied. Et il n'y a pas de pénalité de temps parce que vu qu'on ne peut pas s'arrêter, on doit pas franchir entre le départ et la sortie la zone sans s'arrêter. Ouais. Le moderne, c'est complètement différent. L'arrêt de progression est autorisé, donc la reprise d'équilibre, et il y a une pénalité de temps au bout d'1 minute et demie.
C'est ce que tu expliquais Voilà. tout à l'heure. J'imagine aussi, quand on dit vintage et moderne, que ça correspond aussi aux années de production des motos. L'année de production, et puis aussi le niveau des zones est complètement différent. Hein. On peut pas. Des techniques de pilotage de l'ancienne ne s'adaptent pas au moderne. Hein. Et Pas- vice-versa. Pascal, bon, on dit vintage, alors le prends pas mal, hein, tu disais que toi, tu as connu ça à 14 ans, etc. Il y avait déjà des personnalités, des champions qui t'inspiraient, hors ton patron qui t'a donné ce goût. Il y avait Eddie Lejeune, qui a été, je dirais, un pilote en plus sur une moto 4 temps, qui était une Honda HRC, déjà à l'époque, hein, qui est devenu un grand pilote Honda. Thierry Michaud, plein de gens, Gilles Burga, Charles Coutard. Mm. Coutard, c'était des Bien noms sûr. qui, moi, quand j'étais gamin, étaient vénérés par tous les marchands de motos de trial. Alors Claude, tu disais que tu pratiquais aussi. C'est ce que je disais quand on t'a présenté. Tu fais aussi les zones, tu traces les zones. Quand tu es pilote, c'est plus facile de tracer, de trouver les subtilités du terrain, d'aller les chercher pour, je dirais, donner une certaine difficulté, un certain caractère aux zones. C'est beaucoup plus facile que, par exemple, si moi je me disais, bah tiens, ici on va tracer quelque chose. Bah, sans être de la discipline, oui, je pense que c'est compliqué. Le fait de pratiquer, c'est un avantage, hein, puisqu'on sait ce qu'on est capable de faire, au moins à son niveau, ce qu'on est capable de tracer au niveau parcours. Sur les images, on voit évidemment beaucoup de progression, etc. On a l'impression qu'il y a des blocs de pierre qui sont aussi disposés un petit peu sciemment à certains endroits. Vous modifiez le naturel de la zone ou globalement vous restez sur l'aspect tel qu'il Alors, est quand vous le découvrez? On a l'avantage d'être dans une région où c'est l'entrée de la forêt de Fontainebleau, les rochers de la forêt de Fontainebleau, et on n'a pas besoin de modifier. D'accord. On en modifie quelques-unes pour le spectacle et les spectateurs, hein, pour que ça soit beaucoup plus dynamique. Mais le naturel en Sud-Île-de-France est suffisant pour tracer une épreuve même de mondial. Hein. Quand on regarde les pneumatiques d'une moto de trial, ils ne sont pas dévastateurs. On regarde, les pneus sont souples, c'est le petit crampon, on n'abîme rien avec une moto de trial. On peut en faire à côté de chez soi, dans des tas d'endroits. Les motos font pas de bruit. Elles ont cette facilité de pouvoir se déplacer au même endroit, d'embêter personne pendant tout le temps où elles sont à pratiquer. Et puis, je veux dire que du plus petit, même au plus ancien, il y a toujours une possibilité de prendre un grand plaisir. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Parce que quand on voit ces images, on se dit finalement, c'est le franchissement le plus difficile. Mais il y a aussi cette notion d'équilibre. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est garder l'équilibre pour justement préparer son franchissement ou la technique du franchissement en elle-même? En trial, si on n'a pas la technique, une marche même de 50 cm ou 1 mètre, on ne la monte pas, quoi. Je confirme. On m'a prêté une fois une moto de c'est trial, je me peut-être- suis mis C'est dans la peut-être marche. pour ça que le trial a des difficultés pour recruter des jeunes pilotes. C'est que le plaisir n'arrive pas immédiatement. On commence à prendre du plaisir une fois qu'on a progressé et surtout avec des années de pratique, quoi. Justement, par rapport à toute cette difficulté, ça permet aussi certainement à certains pilotes, je pense par exemple aux pilotes de vitesse, MotoGP par exemple, d'acquérir aussi certains réflexes. Ça peut aussi les aider dans leur préparation parce que cette technicité, une fois qu'on l'acquiert, on est capable de tout conduire. Le trial, pour moi, c'est la base. Un bon pilote de trial peut mener une autre moto avec sécurité et confort. On le voit, Quartararo à Andorre a une moto de trial. Il y a beaucoup de pilotes de GP qui font, pendant la période hivernale, du trial. On peut commencer à quel âge le trial? Il y a, Bon, 6-7 ans, on peut commencer très jeune. Très Là, jeune. il y a des... à l'identique du motocross, Pascal, où on a Ouais. des fois des gamins qui, même aux États-Unis, à 3-4 ans, sont déjà sur une moto de Ah bah cross. là, On peut le faire aussi sur une moto de trial. Il y a des petites motos, alors c'est bien souvent des motos électriques, hein, OS7, EM, Neutra, sortent des petites motos pour les jeunes.
On peut commencer l'équilibre, les notions de trial, de franchissement très jeune. On a 2 écoles qui fonctionnent bien en Île-de-France. L'école de trial de Marcoussis, qui est dans le 91, et en Seine-et-Marne, à Larchant, où ils font un effort formidable sur l'éducation à la pratique de la moto, quoi. Quand ces grands champions, ces gens qui sont capables de franchir les obstacles qu'ils arrivent à franchir, ils ont tous un assistant. On voit souvent dans les zones en indoor, mais même en outdoor, ils ont un suiveur. Ils ont toujours ce type qui est collé à ce qu'ils font, soit pour les rattraper en cas de glissade un peu extrême, et qui les guide. C'est vrai qu'ils ont cette aide qu'on n'a pas dans les autres disciplines. En moto, on n'est pas aidé en enduro, en franchissement, forcément, encore moins en motocross, et puis en vitesse, on n'en parle même pas. Donc, mais en trial, il y a cette particularité d'avoir ce... Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Pascal, parce que à l'heure actuelle, il y a une grosse réflexion au niveau de la FIM, à Genève, pour supprimer justement ces suiveurs. Dans le règlement 2027-2028, certaines catégories n'auront plus de suiveurs pour revenir à l'essence même du trial où le pilote faisait front sur l'obstacle, sur la zone, seul avec sa moto. Voilà, on arrive au terme de cette séquence consacrée à cette discipline ô combien spectaculaire. J'espère que derrière vos écrans, eh bien, vous avez pu découvrir ce qu'était le trial grâce aux éclaircissements de Claude. Encore une fois, mille merci Claude. Eh ben, je vous remercie et puis ça me fait plaisir que vous découvriez le trial et que vous diffusiez des émissions de trial sur votre chaîne. Alors, justement, avant d'en terminer complètement, tu nous parlais tout à l'heure du championnat de France à Metz. Eh bien, avec Pascal Tomec et Éric Communier, le réalisateur de l'émission, on y était. On a pu découvrir sur site, in situ, on va dire, ce qu'est une manche de championnat de France. Ce que je vous propose, eh bien, c'est tout de suite de découvrir ce que représente une manche de championnat de France de trial. Aujourd'hui, nous sommes sur la commune de Metz en Essonne pour l'ouverture du championnat de France de trial 2026. Le trial est arrivé en France en venant d'Angleterre puisque c'est un sport qui a été créé par les Anglais après la guerre, voilà. Et depuis les années 50, nous avons un championnat de France. Le championnat de France se déroulera cette année sur 5 épreuves, sur 2 jours, du jeune à partir de 6 ans jusqu'à 13, 14, 15 ans. C'est toutes les catégories seniors, du pilote national jusqu'au pilote élite. Nous avons 9 pilotes aujourd'hui présents pour l'ouverture du championnat de France, dont des pilotes étrangers, ce qui est très bien pour la notoriété de notre championnat. Et mon rôle en fait est d'assister le pilote, comme son nom l'indique, c'est de lui donner le temps dans les zones, les placements de sa roue arrière ou avant. Quand tu veux. D'accord. 40 secondes. De l'assurer en cas de risque majeur. Après on assiste au niveau de la pression du pneu avant de rentrer dans la zone, etc. S'il y a souci mécanique, on part à l'élément et puis voilà. Il y a un premier commissaire à l'entrée de la zone, il lance le concurrent dans la zone et il déclenche le chronomètre. Et le concurrent a 1 minute 30 pour parcourir la zone, quel que soit le niveau de difficulté. Dans la zone, on est répartis en 4 commissaires et un seul commissaire, le commissaire principal, est décisionnaire de la pénalité finale. 0 point pour un passage sans faute. Ouais, bon, ça, il nous fait le show en plus. Il nous fait le show, on peut l'applaudir. Dans le cas échéant, cette jeune pilote a fait un échec parce qu'elle n'a pas réussi à passer un obstacle. Je saisis le score qui va être de 5 points. Elle me présente son badge et je valide le score qui est directement transmis au PC Course pour avoir le résultat en direct du concurrent.
Montesa Honda, on a une équipe à peu près d'une vingtaine de pilotes. Donc moi, je suis le représentant en Montesa Honda France, justement, donc je suis le distributeur pour toute la France. Et, je suis aussi pilote et je m'occupe du team ici en France. On a les mécaniciens, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir dépanner et accompagner nos pilotes sur des épreuves comme celle-ci. Allez, Alexandre Ferrer qui a fait une super course aujourd'hui. Troisième au premier tour. C'est une petite erreur de défense, mais sinon, très bon pilote. Magnifique passage d'Alex. Une moto de trial, c'est une machine extrêmement légère, ça fait entre 70 et 73 kg. Pour celle-ci, c'est un moteur 4 temps. Nous, on est à la recherche de beaucoup de couples en fait. Elles ont 5 rapports. Et le point pour nous le plus important, ça va être l'embrayage. L'embrayage, c'est ce qui va nous donner énormément de précision. Et c'est là qu'on va faire toutes nos relances entre chaque obstacle. Et on ne travaille pas au centimètre, mais c'est presque ça. Parce que des fois, avec une moindre arête de 2-3 cm, on va réussir à prendre de l'adhérence et relancer dans un caillou. Je participe au championnat du monde en trial GP Women, donc c'est la catégorie Rennes. J'ai fini l'année dernière 7e. Je me suis engagée aussi sur le championnat d'Europe où j'ai fini 2e chez les filles, donc un résultat extraordinaire. Alors j'ai débuté le trial à l'âge de 3 ans parce que mon papa en faisait et mon grand-père aussi, donc j'étais baignée dedans. Ouais, magnifique ça. Allez, Alicia jusqu'au bout. J'ai eu quelques blessures de fractures au poignet, après j'ai eu un traumatisme crânien aussi. Mais c'est pas des grosses blessures, je considère ça comme des petites blessures, donc ça m'a pas démotivé pour continuer la moto, non, au contraire. Allez, on poursuit notre émission Power Sport News avec un invité dont le nom vous est forcément familier puisqu'on a le plaisir de recevoir Philippe Monneret. Salut Philippe. Bonjour Eric. Ça va? Et bonjour Pascal aussi. Mais bien bonjour sûr, Philippe. Pascal m'accompagne sur toutes ces émissions. Pascal, Philippe Monneret, on va peut-être pas forcément parler aujourd'hui entre guillemets du pilote, mais plus que ça représente et sur la transmission parce que ton papa t'a transmis cette passion de la moto et aujourd'hui, tu es l'un des référents sur on va dire, sur la transmission du savoir de la moto au travers des jeunes, au travers de tes écoles et de tes différentes expériences. C'est un peu comme ça qu'on peut présenter Philippe aujourd'hui, Pascal. Oui, je pense que c'est Philippe Monneret, je pense que les gens aiment. On aime Philippe Monneret par surtout rapport... toi, tu m'aimes. Oui, moi, surtout moi. Donc, mais quand on parle de Philippe Monneret, c'est mieux qu'un journaliste, c'est mieux qu'une bande-annonce, on arrive à refléter tout le monde du sport motocycliste et l'apprentissage, et il apprend facilement aux jeunes à faire de la moto, avec ses mots à lui, son langage, pour que les jeunes comprennent bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Tu as la personnalité, évidemment. J'allais dire, cette transmission, tu l'as eue de ton père, mais finalement, est-ce que c'était un passage obligé de partir sur la moto quand on a un papa qui a été multiple champion de France, qui a des records à n'en plus finir? Ça aurait été presque une faute professionnelle que Philippe ne continue pas dans la moto? Ben, ça a été assez compliqué. J'ai eu le doute aussi à un moment donné parce que déjà avec mon père, on avait 50 ans d'écart. Donc c'était énorme. Ça a peut-être été plus facile justement parce que j'avais un peu moins la pression qu'ont eu mes demi-frères, ou Pierre d'ailleurs qui a été le premier vainqueur en Grand Prix. Mais ma femme m'appelle l'Obélix de la moto, j'ai toujours été dans la moto et après j'ai choisi de faire ça. Mais à un moment donné, c'était pas si facile pour moi, comme dans la vie de tout le monde, il y a des hauts et des bas. Et je me suis dit, je vais pas y arriver, j'avais des doutes. Et d'un seul coup, après ça s'est mis et je regrette absolument pas la vie que j'ai eue dans la moto. Et je respire toujours la moto à bientôt 68 ans. On voit les images qui défilent derrière toi. Très jeune, tu as été impliqué. Tu étais on va dire, dans une espèce de carriole derrière tes parents qui ont fait un trajet incroyable. Là, il y a des trucs qui seraient impossibles à réaliser aujourd'hui. Il y a des émissions que vous faites sur le Tourist Trophy où c'est sorti du championnat du monde parce que ça serait plus possible, c'est plus dans l'air du temps. Ça, à 2 ans et demi, être dans une petite remorque pour faire Dunkerque, Monte-Carlo derrière un 50 cm3 avec ma mère derrière, moi dans la remorque avec les gaz d'échappement, ce
qui peut expliquer des certaines troubles, choses. tu vois. Mais plus le premier ravitaillement, quand même, d'essence, ils n'y avaient pas pensé, mais j'avais de l'eau jusque-là, parce que la roue arrière avait rempli la remorque d'eau, donc après, bon, ils te séchaient, ils s'en foutaient un peu, comme ça, ils te séchaient, ils perçaient des trous dans la remorque pour, après, quand tu reprenais de l'eau, que ça... Mais voilà, c'était des expériences. On la voit comme ça. d'ailleurs la photo, là, regarde Ouais. derrière toi. Ah, trop tard. Voilà. Mais voilà. Mais bon, je m'en souviens plus vraiment. Mais voilà, tu vois, donc comme quoi... Donc, tout ce passé entre guillemets, de pilote, parce que tu as eu une première carrière de pilote. Aujourd'hui, on te connaît comme formateur, comme, je dirais, figure du show business star system, parce que j'ai pris des notes. Il y a un nombre incalculable de personnalités du petit et du grand écran, ou même de la variété, qui sont passées dans tes écoles pour passer le permis moto. C'est toi qui donne envie à ces gens-là de passer le permis moto, quelque part. Je sais pas, parce que ces gens-là aiment bien être rassurés. Et puis, c'est un peu un clan, quand même, ils sont entre eux. Donc, il suffit qu'il y en ait un, deux, trois, et après, tu as les potes des potes des potes. Ça représente quoi, Philippe Monneret, pour toi, Pascal? Bah, il y a cette partie-là, puis après, on l'a connu comme commentateur en Grand Prix, à l'époque où, effectivement, c'était Eurosport, avec le couple Rémi Tissier. Enfin, le couple, juste pour commenter. Sportivement, on va dire, hein, donc On va pour pas commenter. rentrer dans la plaie, hein. On va rester sobre sur ce sujet. Mais d'après ce que j'ai su, il aurait bien aimé. Mais bon, oui, mais ça, n'a pas été possible. Dieu seul le sait encore. Et voilà, il a rien vu. Ouais. Donc, je m'appuyais sur pas mal de connaissances. Et pour les commentaires, c'est essentiel d'avoir des pilotes que je connaissais bien. Bon, j'avais roulé en 500, 94-95 au Grand Prix de France. Donc j'avais des repères comme ça m'a beaucoup servi. Et puis après, il faut évoluer parce que ça court derrière. Hein. On est vite has-been dans le sport mécanique. Et il ne faut pas vouloir trop en faire. Le commentaire des Grands Prix, ça a été vraiment une période de ma vie vraiment sympa. Et puis j'ai eu la chance quand même de côtoyer des pilotes incroyables, comme Valentino Rossi. Hein. On a fait presque toute la carrière de Valentino Rossi en commentaire. Le titre d'Olivier Jacques. Le titre d'Olivier Jacques, à l'Aspiration, à Phillip Island. Quand tu es sur ta moto, tu as beaucoup d'émotions, mais quand on descend et que tu es investi à commenter une course, tu as aussi beaucoup d'émotions. Sans trahir trop de secrets, parmi toutes les personnalités, hein, j'ai une liste assez impressionnante. Quel est celui qui a été peut-être le plus habile tout de suite, et puis celui qui a eu peut-être le plus de difficultés pour réussir son examen? Sans trop dévoiler de choses, mais il y a des connexions qui ont été peut-être plus ou moins faciles. Le pire, c'était Tiki Olgado. Alors lui, il était infernal. Mais c'était mon pote. Et alors, il a fait des films où il était gendarme de la police. Alors, Scata. Et alors lui, il venait, il était avec Darmon. C'était pour le film Pourvu que ça dure. Donc ils devaient arriver à 10h normalement. Ils arrivaient à 11h, 11h30. Il me disait, on roulera après déjeuner, on va bouffer. Donc on allait bouffer. Après, il revenait, on faisait un peu de moto, mais bon, il n'était pas très adroit. Et du coup, avant le film, ils n'étaient pas du tout prêts, les deux mecs. Donc ils m'ont dit, tu vas venir sur le film comme consultant moto. Je dis, j'ai un bout, ça me fait chier là. Et du coup, j'ai fait 15 jours ou 3 semaines de tournage avec eux tous les jours, pour les coacher sur place, et l'ambiance était énorme. Alors lui, pour répondre à ta question, lui c'était le pire du pire, Tiki. mais il était incroyable. Et puis des doués, il y en a des passionnés, mais Kassovitz, mais qui est souvent au-dessus de ses pompes. Il s'est fait mal d'ailleurs. Il s'est fait mal, mais il fait des conneries, il coupe les chicanes, il fait des petites bêtises comme ça. Hein. Parce que la moto, faut être précis, il faut écouter les moniteurs. Et si on croit qu'on est meilleur que ce qu'on est réellement, c'est là où les problèmes arrivent. Les gènes ne trahissent pas un record 300 combien sur la Kawasaki? Alors 357. 357. Mais ça, c'était un coup de comme ça. Parce qu'on nous dit, moi, je faisais que les essais people, parce que je ne suis pas journaliste, donc je faisais ces essais avec des invités. On vous met dans le contexte, avec des invités du showbiz, j'invitais du schmoll, et il me racontait ce qu'il aimait, pourquoi il faisait de la moto. Et parallèlement à ça, on en profitait pour essayer un nouveau modèle. On avait les deux mêmes motos. Très sympa aussi à faire, parce que il y en a qu'un que j'ai vouvoyé dans ces essais-là, c'était Patrick Poivre d'Arvor, parce qu'il y avait une certaine machin. Mais tous les autres,
on était, il y avait Omar Sy, top, parce que lui aussi est venu faire passer le permis, etc. Mais bon, tout se passait bien. Mais on en était où là? Parce que j'ai perdu le fil. 357 km/h. 357. Oui, donc on doit les vapeurs, effectivement, les vapeurs d'essence. Ouais. C'est les deux temps. Deux temps d'époque. Et on savait pas. Et donc cette Kawasaki savait même pas vraiment comment. Et le premier tour, je pars. Et on fait 344, pardon. 344, donc comme ça. Hein. Sans forcer. Sans forcer, donc je me dis là, on va bien. Et du coup, après, on allait au routeur. Voilà, et pour l'émission, ça fait... Et tu vois, tu peux faire un truc assez simple à faire, parce que c'est accélérer dans une ligne droite. Hein. Il faut juste sortir un peu vite et puis accélérer et freiner un peu tard, mais c'est tout. Au Ricard, il y a quand même une ligne droite d'1,8 km. Mais t'arrives, t'es au péage, tu vois le truc de la magie de la télé, t'as la nana du péage qui te fait bravo pour votre record, hein, bravo. Toi, tu te dis putain, là, quand même, non. Tu vois, mais qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, c'est ça. Mais la moto, si tu regardes, la moto, elle plaît beaucoup. Parce que c'est ça le paradoxe de la moto. Ouais. C'est que la moto, elle est populaire, elle plaît. Mais du côté des politiques, ça les emmerde. Et ils font tout pour nous barrer le truc. Et c'est ça que je ne comprends pas. Et j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi. Alors justement, au niveau du sport, tu n'as pas de projet d'écurie, de pilote, d'amener des jeunes à aimer ce que toi tu aimes le plus aujourd'hui? Et tu n'as pas un projet sportif d'aider les jeunes dans ce domaine? Je pense que je ne serais pas bon dans la gestion d'une écurie, dans un truc comme ça. J'ai déjà mes écoles, mais en revanche, j'ai le projet avec des nouveaux pilotes là, à développer vraiment l'école de pilotage. Il faut être assez particulier. Enfin, quand je vois Hervé Moineau faire, lui, tu vois qu'il a un œil que j'ai pas forcément sur certaines choses. Et tu vois, moi, ça va être plus global. Lui, il va bien analyser. En tout cas, nous, on va vraiment développer notre école au niveau du sport moto, aller à l'étranger. Parce qu'on a quelqu'un qui est avec nous depuis des années qui va vraisemblablement, à un moment donné, avoir un peu plus de temps, c'est Randy Depugnet. Donc lui, il est avec nous. Loris Baz qui nous rejoint parce qu'il a un peu plus de temps. Et puis, voilà, il y a tout un truc où on va dans le sens du sport moto dans notre école. On va le développer. On a des beaux endroits. On a le Paul Ricard, bien sûr. Mais il faut une équipe pour faire les choses. Et là, je ne l'avais pas suffisamment, cette équipe. Toi, ce que tu expliques, c'est que tu n'es pas en recherche de talent. Tu es juste en amené à des gens à qui tu as permis d'avoir le Graal de piloter une moto sur route, de s'essayer sur une piste pour mieux comprendre le sport motocycliste. C'est compliqué quand même de dire maintenant, je vais trouver un talent, parce que j'en vois qui roulent bien. Mais après, il faut les emmener, on n'y va pas comme ça, quoi. Hein. C'est cher, je suis pas sûr que moi, contrairement à mon père, qui lui était bien meilleur que ça pour faire ça. Il a beaucoup aidé Jean-Pierre Beltoise, hein, qui a été 11 fois champion de France de moto. Il a, alors plus vieux, vous connaissez pas le nom, mais Jean Bérat, qui a été pilote chez Ferrari de voiture, mais avant champion de France de moto, extrêmement doué, niçois d'ailleurs. C'est d'actualité. Et voilà, Olivier Chevalier, qui l'a sorti, qui l'a aidé. Il a aidé beaucoup de jeunes. Alors lui, forcément, il était à un moment donné un portateur triomphe BSA. Donc quand ils se sont mis au bol d'or, etc., il disait, bah, tiens, on va prendre des Français, Jean-Paul Passet, je ne sais pas si tu voyais qui c'est, qui est tombé à Rouen, qui s'est fait couper la main, mais qui était un pilote qui s'est retrouvé sur une moto d'usine pour le bol d'or, donc etc. C'est le créneau que tu prends. Moi, j'ai pas pris ce créneau. Et c'est trop tard pour que je le prenne. Et en plus, je ne pense pas que j'aurais été très très bon. Une dernière question, un peu pour revenir dans ce que disait Pascal tout à l'heure. Quel regard tu portes aujourd'hui, justement, pour rester un peu dans cet univers compétition, sur la France en compétition moto? Parce qu'on a aujourd'hui Johan Zarco et Fabio Quartararo qui sont nos fers de lance. Mais derrière... Ben c'est ça le problème, c'est que quand on parlait tout à l'heure des commentaires
de Grand Prix, on avait des Français dans toutes les catégories. Voilà. Alors, la moto a changé au niveau des catégories. C'est-à-dire que à l'époque, enfin, il y a 40 ans, les pilotes faisaient plusieurs catégories. Tu avais Dietto qui était un énorme champion, qui était plutôt dans les petites cylindrées. Voilà. Maintenant, c'est une évolution. Tu as Moto 3, Moto 2, Moto GP. C'est la suite logique de la progression des pilotes. Et c'est là où tu t'aperçois qu'il y a un petit creux là, en ce moment. On ne sait pas qui va remplacer. Alors, bon, Quartararo a 27 ans, donc il a encore de belles années devant lui. Johan, il est plutôt en fin de parcours. Mais on a eu la chance quand même d'avoir deux pilotes en même temps. Il y a eu à un moment donné Saron et Roche, qu'on pourrait comparer cette période où on avait vraiment deux tops dans la catégorie Rennes, mais autrement ça va être compliqué d'avoir des pilotes comme ça de ce talent là. Et puis aussi, alors, ce qui a évolué quand même, c'est les motos d'usine et pas les motos d'usine. Avant, il y avait un monde entre une moto d'usine et une moto. Là, on voit qu'il n'y a rien. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Il n'y a que dalle. Donc tu peux quand même briller, etc. Là, quand tu finissais à un tour, parce que tu n'avais pas. Donc, ça a changé. Et puis en plus, là, c'est plus du tout pareil. C'est 22 grands prix, voilà, c'est un monde différent. Et en France, on rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que il faudrait qu'on ait plus d'entrepreneurs, de gens passionnés, parce qu'à un moment donné, on avait les cigarettiers qui ont aidé beaucoup, on a eu les pétroliers, voilà, il y a des sponsors qui s'intéressent plus forcément à la moto, puisque l'économie est peut-être plus difficile, et puis les prix sont aussi beaucoup plus importants. Donc, je pense qu'il vaut mieux être espagnol ou italien que français. Bon. Affaire à suivre. Ou brésilien même maintenant. Brésilien maintenant, effectivement, mais bon. En tout cas, merci Philippe de tous ces bons moments, ces bons souvenirs également. Et merci. Puis, moi j'ai juste une dernière chose à dire, parce que j'ai appris un truc. Sur ton casque, il y a un tigre, et en fait, c'est en référence à la formule de promotion qu'avait créé ton père, les jeunes tigres, c'est ça ? Bien sûr, ouais, c'est pour ça. Je ne sais pas si tu connaissais l'anecdote, Pascal. Non, je voyais le sticker. Mais on ne le voit pas, mais on le voit sur une autre image. Ça, c'est, voilà, souvent on cherche la signification des casques. Parce que on en a eu. l'opération Jeune Tigre, qui a été créée avec les Mondiales Monterey en 66, j'ouvrais les courses, tu vois, avec mon Montquet et mon Tigre, et je faisais un tour comme ça. Et je me rappelle pour te dire un peu comment, à Manicourt, j'avais le droit de faire un tour et je devais rentrer. Moi, je me suis dit, je vais faire 2 tours. Moi, j'avais 7 ans. Mais ils ont donné le départ quand même. Quand je suis pas... Donc d'un seul coup, je me suis retrouvé avec les mecs qui arrivaient, j'entendais. Donc je me suis mis sur le côté, et le temps que je me retourne, je mette la roue avant, j'étais dans l'herbe. J'ai fait un tonneau par l'avant, machin, etc. Sous la tente à oxygène à Manicourt. Moi, je pleurais parce que je me suis dit, mon père va me punir, je ne pourrais plus faire de moto. Il pensait que j'avais mal, mais j'avais pas du tout mal, je m'en foutais. Sauf qu'on a dû ma mère qui aimait pas trop la moto d'ailleurs, mais qui a quand même été avec 25 ans avec mon père et 27 ans avec Jack Findlay, pour quelqu'un qui n'aime pas la moto, elle est incroyable. Et ben, on a été exfiltrés du circuit parce que les bonnes femmes tapaient sur la voiture, en disant c'est un scandale de faire tourner un enfant de 7 ans, machin, etc. Voilà. Un de mes premiers souvenirs à Manicourt. Voilà, c'est sur ce fait d'armes de Philippe Maudret qu'on va mettre, qu'on met un terme à notre émission Power Sport pour ce mois-ci. Et merci. Encore un chute sur la tête, plus les gaz échappants. Vous l'avez compris, il y a encore quelques séquelles. En tout cas, merci Philippe d'avoir répondu. J'ai quand même des circonstances atténuantes. Oui. Voilà, il faut le dire aux gens. On va le dire comme ça. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe. Pascal, merci beaucoup pour ta présence et ton support. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Pas de problème.